Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, nouveau gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Celui qui occupe actuellement le poste de président de la commission de la CEDEAO va prendre ses nouvelles fonctions dès le 4 juillet. Les grandes lignes du programme de réforme du gouvernement tunisien sont dévoilées. Un programme qui s'articule autour de mesures économiques urgentes. Et puis le réchauffement climatique du XXIe siècle. La déforestation notamment est un problème pris au sérieux par les Africains. C'est le cas du Bénin qui a mis une stratégie en place pour préserver son couvert forestier. Mais tout d'abord, drame dans l'état d'Ondo, au sud-ouest du Nigeria. Des hommes armés ont attaqué l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo et ont tiré sur des fidèles lors d'un service pour marquer la fête de la Pentecôte. Aucun chiffre sur le nombre de morts dans l'attaque n'a été officiellement confirmé, mais des témoins ont fait état d'au moins 50 morts, parmi lesquels des enfants. Le Nigeria fait face à une recrudescence de la violence des groupes armés ces derniers mois. Jusqu'ici, l'état d'Ondo avait été relativement épargné. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. Le gouverneur de l'état d'Ondo, Rotimi Akeredolu, l'a qualifié d'attaque vile et satanique contre des innocents. Il a appelé au calme en exhortant les populations à ne pas se faire justice elles-mêmes. Il a ajouté que les assaillants seront traqués et paieront pour leurs crimes. Nouveau drame également dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Au moins 20 civils ont été tués dans la nuit de dimanche à ce lundi 6 juin en Ituri lors d'un nouveau massacre attribué aux forces démocratiques alliées. Les derniers massacres d'envergure attribués aux rebelles des ADF dans l'est du pays remontent à fin mai, comme la province voisine du Nord Kivu, l'Ituri, est placée depuis un an sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a donné les pleins pouvoirs aux militaires, mais n'a pas permis jusqu'à présent de mettre fin aux violences. Faute d'accord, les dirigeants de la CEDEAO réunis à Accra le 4 juin dernier se sont séparés sans prendre de décision concernant les sanctions à l'encontre des régimes putschistes du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Une nouvelle rencontre est prévue pour le 3 juillet dans la capitale ghanéenne afin de trancher sur la question. Philomène Tina. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé de maintenir les sanctions prises contre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali jusqu'à son prochain sommet prévu à Accra au Ghana le 3 juillet 2022. La suspension du Burkina Faso de toutes ces institutions est ainsi maintenue jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. En Guinée, le gouvernement de transition doit nécessairement établir un cadre approprié pour dialoguer avec les acteurs politiques et la société civile en vue d'une transition pacifique. On pourrait dire que le sommet extraordinaire de la CEDEAO a accouché d'une souris parce que les chefs d'État ne sont pas parvenus à un accord sur les situations au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Alors, les chefs d'État de la CEDEAO sont divisés. Ils ont montré par là qu'ils sont divisés dans la mesure où ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente pour pouvoir prendre une décision définitive par rapport à la levée ou non des sanctions. Pour le cas du Mali, les sanctions économiques et financières imposées et prononcées sur le pays depuis le 9 janvier 2022 restent maintenues. La CEDEAO recommande toutefois aux partenaires du pays d'augmenter leur aide humanitaire envers les populations maliennes. Il va sans dire que les sanctions de la CEDEAO pèsent sur même les pays de la CEDEAO qui sont proches du Mali. Et avec l'évolution de la situation, les uns et les autres ont compris que ce sont des sanctions qui sont injustes, illégales et illégitimes. Il y a aussi le fait que derrière ces sanctions, il y a une main extérieure qui manipule les uns et les autres pour que ces sanctions ne soient pas levées. Et tout le monde sait que la nation extérieure à la CEDEAO, c'est la France, et cela est très dommage. La CEDEAO exige la finalisation d'un calendrier de transition acceptable pour les trois pays. Au Burkina Faso et en Guinée, les militaires au pouvoir ont proposé une transition de 36 mois pour pouvoir organiser des élections dans de bonnes conditions. L'organisation sous-régionale juge ce délai très long.
Sommet en marge duquel l'économiste ivoirien Jean-Claude Cassibrou, actuel président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été nommé gouverneur de la BCEAO. Il prendra fonction en juillet en remplacement de son compatriote Thiemoko Mélié-Koné. Nathalie Mo. L'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou a été nommé gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, en marge du sommet extraordinaire de l'Union monétaire ouest-africaine le 4 juin 2022. Actuel président de la Commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à 69 ans, Jean-Claude Cassibrou sera chargé de conduire les missions de la Banque centrale ouest-africaine, notamment l'intégration monétaire du bloc communautaire, des missions dont l'évolution a été affectée par la pandémie de Covid-19. Nous avons dans la zone CEDEAO deux types. Nous avons des pays qui ont des régimes fixes de change, les pays de l'UEMOA, et puis les autres qui ont des régimes plus ou moins flexibles. Et pendant longtemps, il y a eu beaucoup de discussions sur vraiment lequel de ces systèmes vraiment devait être le choix de la monnaie unique. Arrivé en fin de mandat à la tête de la commission de la CEDEAO qu'il dirige depuis 2018, Jean-Claude Cassibrou a mis en œuvre de nouveaux mécanismes et programmes contre le terrorisme et en faveur de la résilience économique sous-régionale. Nous devons valoriser nos produits. Et donc ça, une des conditions, c'est la normalisation. C'est donc l'harmonisation des règles. Donc nous avons adopté un code d'investissement régional, code minier régional, code pétrolier régional. Et ça, c'est essentiel dans les infrastructures majeures. Le 4 juillet 2022, Jean-Claude Cassibrou va officiellement succéder à son compatriote Thiemoko Mélié-Koné comme gouverneur de la BCEAO. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques, Jean-Claude Cassibrou retourne dans l'institution financière sous-régionale au sein de laquelle il a travaillé de 2000 à 2008 et où il avait notamment occupé le poste de conseiller spécial du gouverneur. Les élections générales auront lieu le 24 août prochain en Angola. Les Angolais voteront aux législatives pour élire leurs députés qui à leur tour éliront le chef de l'État dans une élection présidentielle indirecte. Le MPLA au pouvoir depuis l'indépendance et l'UNITA vont à nouveau s'opposer. Le chef de l'opposition et candidat Adalberto Costa Junior à la tête de l'UNITA depuis 2019 est déterminé à porter son parti au pouvoir. Nathalie Mo. Le 3 juin 2022, la présidence angolaise a annoncé la date des élections générales nationales. Le 24 août 2022, les Angolais voteront pour les élections législatives, à l'issue desquelles les députés vont élire le futur président de la République. Les deux partis historiques, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance et dirigé par le président sortant João Lourenço, et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, s'opposeront à nouveau. Le principal enjeu pour les élections présidentielles en Angola, c'est l'alternance. Après plusieurs années de guerre civile, l'Angola n'a pas connu d'alternance politique. Il y a eu quelques changements de personnes à la tête de l'État, mais pas d'alternance. Le chef de l'opposition et candidat Adalberto Costa Junior à la tête de l'UNITA depuis 2019 est déterminé à porter son parti au pouvoir. Ayant créé la coalition du Front patriotique uni avec le troisième parti le plus influent du pays, la Grande Convergence pour le salut de l'Angola, Adalberto Costa Junior espère capter les voix de la jeunesse pour remporter la présidentielle. Cette coalition peut se montrer efficace, mais pas au point d'inquiéter les partis au pouvoir. Mais par contre, la jeunesse angolaise étant majoritaire, les partis politiques qui sauront parler à la jeunesse des enjeux qui concernent la jeunesse, notamment l'accès à l'emploi et la crise économique, c'est ces partis-là qui remporteront l'élection. Dans la perspective des élections générales à venir, le MPLA a présenté son manifeste électoral. Amélioration de la gouvernance, consolidation de la paix, renforcement de la diversification de l'économie et réduction des inégalités sociales sont promis par le parti au pouvoir, une continuité du projet 2017-2022 de la formation politique.
Toujours dans l'actualité, les grandes lignes du programme de réforme du gouvernement tunisien sont désormais connues. Programme qui vise à réaliser la stabilité économique à court terme et à jeter les bases d'une croissance inclusive et durable. Marine Tolo. Le gouvernement tunisien a rendu public dans la nuit du vendredi 3 juin 2022 les grandes lignes du document de suivi de la mise en œuvre de son programme de réforme. Pour sortir de la crise économique et financière, la Tunisie prévoit entre autres de supprimer les autorisations d'investissement vers la fin de l'année 2022. Selon les autorités tunisiennes, cette mesure sera introduite dans le but de mettre à la disposition des investisseurs des avantages supplémentaires pour favoriser la création d'entreprises dans le pays. Des secteurs stratégiques seront ainsi plus accessibles aux investisseurs. La Tunisie vit depuis le 25 juillet de l'année dernière une urgence constitutionnelle et institutionnelle liée à des réformes et surtout à la mise en place d'une nouvelle constitution. Pendant ce temps, le gouvernement travaille à une réactivation du circuit économique et surtout aller vers ce qui fait la vocation première de la Tunisie, vers l'exportation de ses produits. D'après les récentes statistiques de l'Agence de promotion de l'industrie de l'innovation et de l'investissement du pays, le secteur de l'investissement tunisien a subi une baisse dans les industries exportatrices de 13,9%, passant de 383,6 millions de dinars tunisiens en 2021 à 330,1 millions de dinars tunisiens pendant les 4 premiers mois de l'année 2022. Également, les investissements industriels 100% étrangers et en partenariat sont passés de 374,2 millions de dinars tunisiens durant les 4 premiers mois de l'année 2021 à 287,5 millions de dinars tunisiens en avril 2022, soit en baisse de 20,5%. Je crois que finalement, le gouvernement a simplement compris que nous vivions dans un monde globalisé où il fallait effectivement permettre aux investissements étrangers d'entrer dans le pays, de faciliter à travers des mesures incitatives, comme c'est le cas grâce à cette réforme, d'inciter les entreprises à venir investir, puisque l'environnement tunisien est un environnement sain. Outre la suppression des autorisations d'investissement, l'exécutif prévoit également de réviser le code d'échange, de conclure des pactes de compétitivité sectorielle dans les secteurs du textile, des industries pharmaceutiques et d'adopter de nouveaux pactes dans d'autres secteurs. La déforestation en Afrique est celle qui progresse le plus rapidement dans le monde. Sur le continent, près de 2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. La lutte contre le réchauffement climatique met ainsi la question des forêts tropicales au cœur de l'agenda des différents gouvernements. C'est le cas au Bénin où la campagne annuelle de reboisement a été lancée. Reportage de notre correspondant Lev Tiono. Le mois de juillet est consacré à la campagne nationale de reboisement au Bénin. Après 3 mois de sensibilisation sur les aléas climatiques dans plusieurs collèges et lycées de 10 communes du sud Bénin, le Centre international d'art et de musique de Ouida, Siamo, met en œuvre les actions terrain pour l'éducation environnementale et climatique. Wilfried Hundje, promoteur de l'initiative Siamo pour le climat et son équipe, ont mis en terre 1500 jeunes plants d'acacia sur un site à Pomassé dans la commune de Ouida. C'est l'arbre qui pousse le plus facilement possible ici, c'est l'arbre qui n'a pas besoin assez d'entretien, qui pousse très vite. Et quand vous reboisez un espace aujourd'hui, dans 100 ans, vous revenez, malgré que vous l'avez coupé plusieurs fois, vous allez retrouver toujours des plantes. Donc c'est facile à exploiter, c'est facile à entretenir, c'est facile à planter. Divers acteurs se mobilisent pour la restauration du patrimoine forestier, notamment les ONG, à travers l'éducation à l'éco-citoyenneté. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable évalue à environ 161 432 hectares la superficie totale des reboisements effectués de 1985 à 2019 au titre des Journées nationales de l'arbre et des campagnes nationales de reboisement. L'initiative du Siamo fait partie, en tout cas, de nos objectifs. Donc nous avons jugé bon de nous associer au Siamo pour cette activité. Je dirais aux jeunes de procéder au reboisement de certaines espèces pour nous aider, nous préserver contre le réchauffement climatique qui s'est dans le monde aujourd'hui.
Pour une mise en œuvre rapide et à grande échelle du reboisement, il est envisagé au titre de la contribution déterminée au niveau national CDN du Bénin, adoptée par le gouvernement en 2017, la mise en place d'environ 150 000 hectares de nouvelles plantations forestières publiques et privées entre 2021 et 2030. L'objectif est d'intensifier les actions engagées afin d'atteindre une cible annuelle de 15 000 hectares par an au lieu de 4 000 à 5 000 hectares par an en moyenne ces dernières années. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.